Le président de la Corée annonce la fin du monde après qu'un astéroïde provoquant une épidémie de zombies frappe le Japon, transformant les gens en mangeurs de chair assoiffés de sang. L'apocalypse commence et la panique éclate partout. Personne ne sait quoi faire ni où fuir, mais il y a un type qui est plus que prêt. Il a son propre abri sécurisé dans un autre monde et il attend depuis longtemps de défoncer quelques culs de zombies. Ce type, c'est notre MC, Seongo. Il y a des mois, Seongo et ses amis jouaient à Sura, le jeu de survie virtuel le plus difficile jamais créé. Le jeu était si intense et difficile que la plupart des joueurs ont complètement arrêté d'y jouer. Le groupe de Seongo l'a laissé tomber, commettant l'ultime trahison de ne plus jamais se reconnecter. Il s'est retrouvé seul à jouer et à streamer le jeu, affrontant toutes sortes de monstres et devenant le meilleur, lassé de sa vie. Un jour, notre gars a retiré son casque et a supprimé tous ses streams publics. Seongo s'est concentré sur sa vie de chef et a trouvé une jolie fille qui est devenue sa cliente préférée. En plaisantant, il décide de scander « fenêtre de statut » dans la vraie vie et reste stupéfait quand il voit réellement un véritable écran bleu flotter devant ses yeux. L'écran détaille ses statistiques. Ce sont les mêmes que dans le jeu auquel il jouait, à une différence près. Il a une nouvelle capacité appelée portail privé. En testant cette capacité, Seongo matérialise un portail de la taille d'un humain, son esprit peine à comprendre les dangers de cette nouvelle découverte, car si le jeu est réel, alors le météore qui a déclenché l'apocalypse allait aussi arriver. Sur le web, Seongo tombe frénétiquement sur un article parlant de la chute imminente de l'astéroïde. Il refuse d'accepter que les événements du jeu se produisent dans la vie réelle. Notre gars fixe le portail devant ses yeux. D'abord, il a reçu la confirmation pour l'astéroïde et maintenant ce portail, confirmant que quelque chose ne va pas hésitant. Il se demande s'il devrait vraiment y entrer, sans pouvoir, sans meuf, sans plan ni argent. Il envisage d'y mettre les pieds. Finalement, le gars réfléchit à quelques trucs et attrape la louche la plus proche qu'il puisse trouver. Là, il plonge la louche à l'intérieur du portail pour avoir une idée de ce qu'il y avait de l'autre côté. Après avoir ramassé un peu de terre, il se rend compte que l'autre côté n'est pas un niveau de labyrinthe du jeu. C'est une bonne chose, mais il commence aussi à se poser des questions. Si ce portail va le téléporter à un endroit différent sur Terre. Ayant fait ses bagages pour se préparer au voyage, il s'encourage à finalement y entrer. Dans la scène suivante, le gars a traversé le portail et découvre la beauté de l'autre côté. C'est un paysage sans rien d'urbain en vue. La première chose que ce type remarque, c'est à quel point le temps est froid par rapport à d'habitude. Sans réseau sur son téléphone. Ce type en déduit qu'il est coincé dans une sorte de zone reculée qui ne sera pas facilement accessible. Pour faire court, le gars est foutu s'il reste coincé ici. Sortant un marqueur, il marque un des arbres avec un numéro 0. C'est en fait une initiative intelligente de sa part. Pour s'assurer de ne pas trop se perdre pendant son exploration. Il se met à marcher encore et encore, mais la marche commence à lui peser. La forêt semble sans fin avec rien à l'horizon, et juste au moment où ce type suppliait pour que les choses deviennent intéressantes. Une créature l'a fusillé du regard non loin de là. Instantanément, cette chose a bondi comme un prédateur. Et a foutu la trouille de sa vie à notre gars. Heureusement, ce n'est qu'un magnifique cerf de la vallée. Et non une sorte de monstre mangeur de chair. Un détail intéressant est que le système a automatiquement identifié cette créature unique pour lui, confirmant que cet endroit est en fait distinct du royaume de la Terre. La créature le dévisage avant de s'enfuir à toute vitesse. Sans un mot. Non pas que je m'attendais à ce que cette chose se mette à parler. Ou quoi que ce soit, mais vous voyez ce que je veux dire. Même notre protagoniste trouve ça bizarre. Que cette chose se soit juste tirée comme ça. La bonne chose, c'est que le cerf n'était pas agressif. Cependant, les choses vont vraiment se gâter pour lui. S'il tombe sur des singes ou des sangliers assoiffés de sang. Un autre détail intéressant est que le cerf de la vallée n'a même jamais existé dans le jeu Sura. Juste après être arrivé ici, il a eu la forte intuition que ce royaume est lié à la survie, à la vie et à ses concepts. Sortant une lame, il avance, se préparant à tout ce qui pourrait surgir et le surprendre. Jusqu'à présent, il a nié la réalité d'un désastre. Sur le point de mettre fin à l'humanité, mais juste au moment où il allait abandonner. Il l'a trouvé. Ses yeux se sont posés sur la pomme du soleil brillante, un fruit mystique qu'il a cueilli de l'arbre. D'abord, il se demande s'il peut la mordre sans risque, puis il croque dedans pour de bon. Et ressent un changement immédiat.
Le système l'informe de la restauration de son endurance. Et son corps se met à scintiller d'une lueur jaune. Ces effets sont en fait les mêmes que ceux du soleil. Le jus de pomme qu'il buvait dans le jeu, avec une autre chose qui servait de pure confirmation. Notre gars est maintenant convaincu que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Le mec faisait aussi ses besoins à côté de crottes de gobelins, ce qui signifie qu'il doit être prudent. Seong-Go pousse un soupir inquiet, essayant de se remonter le moral. Mais malgré ses convictions, il sait maintenant que la fin du monde est imminente. Après avoir expérimenté les effets du portail, il en est sorti et est retourné dans son monde d'origine. Là, Seong-Go a commencé à réfléchir à des solutions, il voulait être prêt pour l'apocalypse à venir. La première chose qu'il a donc faite a été de visionner toutes les séquences du jeu. Et de les stocker bien commodément sur un disque dur personnel. En fait, il streamait le jeu à chaque fois qu'il y jouait, il a donc pu facilement sauvegarder ses données. Bien qu'il ne se soit jamais attendu à les utiliser ainsi, un jour, la nouvelle de la chute d'astéroïdes lui est parvenue. La destruction du Japon commencerait dans 32 jours, en même temps que le début de l'apocalypse. D'ici là, il a décidé de se préparer car le jeu était malheureusement rempli des pires mécaniques imaginables, la plus folle et la plus problématique de tout temps. Une chose appelée la maladie de la mort de fer. Ce petit phénomène entraînait la corrosion et la destruction de chaque morceau de métal sur Terre, réduisant les bâtiments en poussière. Et cela aida la horde de zombies quelques heures après son apparition avec l'anéantissement du métal dans la société moderne. L'humanité est retournée à l'âge de pierre. La maladie de la mort de fer a fini par s'atténuer dans le jeu. Mais le problème principal était qu'elle durait littéralement une année entière. Même ainsi, l'imminente maladie de la mort de fer ne signifiait pas grand-chose pour notre gars, qui avait une solution sûre pour accéder à son portail privé grâce à son très nouvellement acquis. Bien sûr, Seong-Go avait la forte conviction que la maladie serait incapable de passer à travers le portail. En terminant son analyse, il a rassemblé tout l'argent qu'il avait économisé pour acheter de l'équipement de premier choix. Le mec était sur le point d'entrer dans un lobby d'apocalypse zombie à la Call of Duty en temps réel, alors il a rassemblé tout l'équipement et les provisions pour sa survie. En consultant les forums la nuit, Seong-Go s'est retrouvé déçu par les quelques personnes qui abusaient de leur capacité d'éveiller pour une vie de crime et de plaisir. Le matin venu, il a acheté plus de provisions pour sa future mission. Sur le chemin du retour, le mec a même acheté un arc de chasse par sécurité. En faisant tout cela, il a eu une prise de conscience. Seong-Go se dit qu'il se prenait peut-être trop la tête pour tout ça. Peut-être qu'il brûlait les étapes et agissait avec précipitation. Néanmoins, il se disait qu'il pourrait récupérer toutes ses économies à terme, même s'il se trompait. Une fois ses courses du matin terminées, il rentra chez lui et accrocha un panneau de fermeture sur sa boutique. Seong-Go était plongé dans ses pensées quand il entendit soudain la voix de quelqu'un. Temujin de Solo Leveling lui demande avec inquiétude pourquoi la boutique est fermée. Il lui répond que c'est juste pour des travaux de rénovation, ce qui l'amène à se demander s'il n'a pas touché le jackpot et gagné beaucoup d'argent. Seong-Go met rapidement fin à la conversation en déclarant qu'il a du travail à faire. Mais soudain, elle l'arrête et essaie de lui poser une question. La jeune fille, troublée, finit par ne pas formuler sa demande. En se retournant pour partir, Seong-Go reste curieux au sujet de sa question. Et bien qu'il aurait pu facilement insister pour obtenir une réponse, il retourna à ses occupations. Intérieurement, il se jura de prendre les choses au sérieux et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Le frérot s'est vraiment dit « Je vais ignorer les bombes et me concentrer pour de bon ». Il ordonne « Ouvrez le portail ». En réfléchissant à son véritable style de jeu, on pourrait le qualifier de meneur de jeu ou de stratège. Du genre à adorer utiliser des stratégies pour franchir chaque étape, il n'était pas un combattant puissant et comptait principalement sur sa cervelle. La raison est en fait assez simple. Dans Sora, il y a une façon compliquée d'obtenir des stats, on ne les acquiert pas simplement en montant de niveau. On les obtient uniquement en chassant et en explorant. En ce moment, notre gars est dans l'autre royaume, essayant de perfectionner ses compétences à l'arc. Clairement, sans aucune pratique ni enseignement préalable, le frérot utilise des tutoriels YouTube pour apprendre par lui-même. Seong-Go prend la bonne posture et vise pour tirer. Son expérience acquise dans le jeu se manifeste jusqu'au moment où il décoche enfin sa flèche. La flèche vole jusqu'à la planche, atteignant la cible. Le frérot est tellement stupéfait par son talent qu'il se prend pour l'élu. Cependant, vu la douleur dans sa main, Seong-Go réalise que son véritable point faible est sa force physique.
C'est pourquoi il veut se concentrer sur l'entraînement pour améliorer son endurance physique. Les préparatifs de base terminés, il allait maintenant passer immédiatement à l'étape suivante. Il devait s'occuper de deux choses. La première chose à faire était de définir une méthode pour chasser les monstres correctement. La seconde était de construire une base d'opération, où il pourrait stocker des provisions sans souci. Cependant, pour le moment, il n'avait aucune arme et absolument aucune provision car elles étaient en cours de livraison. En attendant, il chassait des pommes d'or et avait une chance folle de tomber dessus. Ayant repéré quelques endroits, il a appris par lui-même à se préparer pour l'apocalypse à venir. Sa préparation précoce est la raison même pour laquelle il a survécu à Sura aussi longtemps. En regardant autour de lui, Xiango tombe sur des excréments de gobelins. Il cherchait justement à en trouver dans un but bien précis. Le truc avec les gobelins, c'est qu'ils adorent agir en groupe. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul étron par terre, et je le dis au sens propre du terme, lui indique qu'il y en a un dans le coin. Inspecteur Caca Pro Max. Il examine les déjections et en déduit que le gobelin doit être un paria. Seong-ho sait que ce type sera son ticket d'or. Il doit le traquer du mieux qu'il peut. À la nuit tombée, sa recherche du gobelin solitaire continuait. Il entendit des loups à proximité, ce qui signifie qu'il est plus proche de la vallée, et c'est alors qu'il aperçoit le gobelin qu'il cherchait. Seong-ho se cacha derrière un arbre, mais il pouvait voir que cette chose est identique aux créatures du jeu. Or, les gobelins sont censés être les monstres du plus bas niveau. Leurs seules armes sont des lances et des fléchettes empoisonnées. Ils sont surtout connus pour mutiler leurs adversaires et les torturer. C'est d'ailleurs la raison même pour laquelle notre gars a choisi une arme à longue portée, un arc, comme premier choix. À première vue, le gobelin est vieux et en piteux état. Il n'a pas d'arme, alors Seong-ho sort instantanément son arc. Il sait que s'il parvient à garder son calme, il tuera cette chose en décochant sa flèche. La flèche transperce le bras du gobelin. Seong-ho visait la tête. Mais il est satisfait du résultat. Profitant de cet avantage, il tente de tirer une seconde flèche, mais le gobelin lance une pierre avec une telle force que son arme est projetée hors de ses mains. Seong-ho réalise qu'il a affaire à un gobelin mature et expérimenté. Tous deux préparent leur lame pour un combat rapproché. L'affrontement ultime entre Sung Jinwoo et Beru commence. Merde, attendez. Mauvaise histoire. Seong-ho sort son couteau et tente de taillader le flanc du gobelin. Mais le gobelin expérimenté esquive et frappe la rotule de notre gars. C'est sacrément difficile d'amener le combat au sol. Seong-ho plaque le gobelin, le forçant sur le dos. Là, il a clairement l'avantage. Seong-ho prend la lame et l'enfonce profondément dans la poitrine de la créature, la faisant hurler de douleur. Finalement, la lumière dans ses yeux s'éteint. Le premier meurtre est un succès. Et Seong-ho obtient 2 points grâce à ça. Il n'arrive même pas à croire qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait. En scannant son environnement, il trouve de la poudre de guaca et de l'huile végétale à proximité. Dans le jeu, combiner ces ingrédients donne une pommade, mais il devait d'abord se dépêcher de creuser. C'est bien trop dangereux de laisser ce gobelin pourrir dehors car le groupe pourrait le trouver et traquer Seong-ho à cause de ça. Le laisser pourrir n'est pas non plus une bonne idée, car il se transformera en quelque chose appelé un rampant d'os. Jong-ho trouve une paire de truites rouges à proximité. Le cœur de Jong-ho tremble alors qu'il réalise qu'il est foutu au moment où il détourne le regard. Le gars découvre le plus effrayant des monstres hiboux qui le fixe d'en haut. Avant cette séquence, on revient aux parties de Seong-ho dans le jeu quand il était un joueur pendant ses streams. Il a compilé un tas d'informations utiles sur le jeu. Certains membres de son chat lui ont donné de l'argent juste pour qu'il plonge directement dans le vif du sujet. Seong-ho est allé au fond des choses et a décrit son expérience avec les gobelins et les kobolds la dernière fois. Éviter le rampant d'os est également essentiel. Mais la forêt abrite 2 des créatures les plus dangereuses du jeu. Ce sont les loups-garous et les ours-hiboux. Les ours-hiboux sont des créatures territoriales, ce qui signifie que leur existence crée une harmonie dans l'écosystème des monstres. En se souvenant de l'époque du streaming, Seong-ho a senti une chaleur dans son cœur. Il y avait ce type, Bulle Sangement, qui était toujours content pour lui. Les autres étaient sympas et un peu bizarres, comme le mec qui aboie, qui ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de taper « waf » dans le chat pour une raison quelconque. Assez étrangement, Seong-ho se demande pourquoi il se remémore de si heureux souvenirs. Est-ce parce qu'il fait face à l'incarnation de l'horreur absolue devant lui, une créature qui allait mettre fin à sa vie? Seong-ho refuse d'accepter la réalité. C'est comme si ses souvenirs lui disaient de se concentrer.
Il utilise chaque instant à sa disposition pour réfléchir à un plan. Il sait déjà que les oursibous sont incroyablement vicieux et déchiquettent tout ce qui se trouve devant eux. Le fait que la créature se tienne immobile sans rien faire implique qu'elle n'a pas si faim que ça. Mais la chose la plus importante qui l'énerve en ce moment, c'est qu'ils ont envahi le territoire de la truite rouge. En tenant compte de tous ces facteurs importants, Seongo réalise qu'il n'y a probablement qu'une seule façon pour lui de s'échapper de cette situation cauchemardesque. Faisant demi-tour, il se rappelle qu'il est toujours le Kimbap Joa dans sa tête. Même si son corps a le physique misérable de Kang Seongo. Serrant les dents, il défie le monstre de l'affronter, une déclaration finale de sa volonté de survivre. La créature le toise, lançant sa première attaque terrifiante. Libour est particulièrement doué pour la chasse de nuit, mais sa principale faiblesse est la lumière directe du soleil. Ayant mémorisé ses schémas dans le jeu, Seongo sait qu'il n'a plus qu'à agir pour sauver sa vie, se calant sur le timing de l'attaque de la bête. Seongo esquive brillamment le coup tranchant et, en même temps, pense à un moyen de créer un effet de lumière pour terrifier le monstre. S'élançant à toute vitesse, il court sur l'énorme bras de la créature avant de finalement sortir une lampe de poche et d'aveugler ses yeux à bout portant. Cet effet est si traumatisant que même un prédateur comme Libour est complètement aveuglé. La scène suivante nous montre notre gars en train de se morfondre dans son lit. Alors que son réveil sonne. Il sait qu'il doit se relever, même si son corps est courbaturé à mort après la nuit dernière. Seongo s'est évanoui juste en rentrant chez lui. Son dernier souvenir est de lui courant pour sauver sa peau. Après avoir aveuglé le monstre. Et comme par hasard, il est tombé sur un hibour juste après avoir affronté un gobelin. Le mec ne veut plus jamais revivre ce bordel. Et essaie de se lever pour manger quelque chose. Il s'étale par terre dans un bruit sourd. Réalisant que ses jambes sont en compote après cette séance de cardio. Heureusement, il lui reste ses pommes d'or de l'autre royaume. Seongo en attrape une et croque dedans. Restaurant instantanément son endurance grâce à ses effets. Finalement, il se sent plus vivant que jamais. Se demandant s'il devrait maintenant se remplir correctement l'estomac. Mais après s'être préparé, le mec finit par retomber sur Temujin. Elle est venue manger dans un autre restaurant. Et est tombée sur lui par hasard. Seongo ne cherchait pas de compagnie. Mais elle s'est assise ici parce qu'elle aime avoir quelqu'un avec qui manger. Mi-kyung lui demande avec empressement s'il a essayé d'ouvrir la fenêtre de statue. Son attitude enthousiaste fait comprendre à Seongo que ce doit être le sujet dont elle voulait discuter la dernière fois. Elle s'était empêchée d'en parler, Mi-kyung lui montre les informations et l'assure que c'est réel. Certains joueurs éveillés utilisent réellement leur pouvoir pour voler de l'argent aux autres. Seongo est un peu surpris par son audace à demander quelque chose comme ça directement. Il lui répond en mentant et en disant que rien n'est apparu. Le fait est que Seongo sent qu'il prend la bonne décision, en gardant les autres dans l'ignorance au sujet de son statut. Tout d'abord, son attribut est stratégique et non axé sur le combat. C'est quelque chose qu'il peut utiliser à son plein avantage plutôt que de le partager avec les autres pour le moment. Même sa sécurité personnelle n'est pas garantie s'il finit par révéler son jeu. À la dame en robe rouge, qui dans ce cas est elle. Alors les choses pourraient vraiment mal tourner pour lui. C'est un coup intelligent, cependant. Il est intrigué par le vif intérêt que Mi-kyung porte à l'éveil. Puis vient une surprise de sa part, elle hésite et admet même avoir menti. Seongo lui prête de bonnes intentions et l'assure même qu'elle n'a rien à dire. Il l'encourage en lui disant qu'il est encore temps et rentre chez lui peu après leur conversation. Finalement, ses colis sont arrivés. Les articles qu'il avait commandés sont arrivés, et maintenant il n'avait plus à se soucier des provisions. Il a monté ses affaires sur le toit et n'a gardé que l'essentiel au premier étage. Pendant ses préparatifs, il a sélectionné tout un tas d'objets nécessaires pour la mission du jour. Comme des masques à gaz, des combinaisons et d'autres équipements pour sa mission à venir. Notre héros a l'intention de trouver un endroit adéquat pour s'en servir de cachette. Il est nécessaire pour lui de se construire une base d'opération. D'où l'utilité de la hache. En passant par le portail, Seongo trouve sa première piste pour une cachette, il a découvert par hasard une caverne de gobelins. En cherchant le vieux gobelin, se souvenant de son emplacement, il se rend à ce même endroit et la trouve. C'est un endroit plutôt pratique pour se cacher. Un endroit parfait pour ses plans. Cependant, avant tout, il devait vérifier le type de monstre qui vivait ici. Seongo analyse les environs et trouve de minuscules empreintes de pas de kobold. C'est en fait une découverte à célébrer, car ces créatures ne posent aucun problème.
Seongo était déjà venu préparé avec un plan. Contre n'importe quel monstre de bas niveau, il n'avait donc rien à craindre. La particularité des kobolds est que ce sont des créatures nocturnes. Ils dorment en ce moment, donc le plan de notre gars est de les étouffer à l'intérieur. D'abord, il rassemble un tas de bois de chauffage en coupant quelques branches. Ensuite, il place le bois collecté à l'entrée. L'idée suivante est de renverser de l'essence partout dessus. Seongo pensait qu'il allait réussir cette mission. Sans problème, car tout ce qu'il avait à faire maintenant était d'allumer un feu. Mais soudain, à sa grande surprise, il entendit leur bruit. Ils sont sortis de leur sommeil. Et ont immédiatement posé les yeux sur leur prochain repas. Seongo les salue gentiment avant d'eux. Brandir sa hache et de se jeter dans l'action. D'un simple coup, il tranche le cou des deux monstres, les tuant sur le champ. La raison pour laquelle ils sont tombés si facilement est à cause de leur somnolence. Grâce à ces éliminations consécutives, le système le récompense avec une augmentation de niveau et 4 points. Ensuite, Seongo jette le briquet dans le bois de chauffage. Peu de temps après, la fumée commence à s'infiltrer à l'intérieur. Dans le jeu sur A, les monstres de bas niveau avaient une faiblesse évidente, ils étaient vulnérables aux nouvelles choses. Et c'en était une. Notre gars attendait dehors avec un masque à gaz. Bien qu'il aurait pu essayer de les brûler directement, cette méthode était encore plus efficace. Sous l'effet de la fumée, les kobolds endormis se sont réveillés en panique. Et se sont précipités dehors pour se sauver. Seongo a intentionnellement choisi cette stratégie. Pour affaiblir leur corps et semer la confusion pendant leur fuite. Au moment où ils sortiraient, son objectif était de profiter de leur état de faiblesse pour les tuer d'un coup. Bien qu'il s'attendait à ce qu'au moins 5 d'entre eux sortent. Seongo est stupéfait que seulement 4 soient sortis. C'est différent de leur groupe habituel de 7. Visant l'un des kobolds, Seongo le massacre. Déclarant qu'il n'en reste plus que 3. Les 3 restants se sont précipités sur lui. Tentant une faible attaque, mais notre gars était prêt avec sa hache. Cet homme enchaînait les coups dévastateurs avec son arme et les abattait. Un autre kobold essaie d'attaquer, mais le tout-puissant spray puant mortel l'aveugle. À bout portant. Avant même qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Seongo l'a aidé en lui coupant la tête. Il n'en reste plus qu'un. Notre gars toise leur chef. Alors qu'il s'agite de peur, il est devenu le chasseur et déclare leur fin. Promettant de faire bon usage de leur repère. Le bain de sang se termine enfin. Seongo est à terre, épuisé. Son manque d'endurance est son véritable point faible en ce moment. Même s'ils étaient faciles à vaincre, les statistiques du système sont curieusement identiques à celles du jeu, même la section des malus de l'état d'épuisement. Le fait que les points de statut n'augmentent pas après une montée de niveau est également la même chose. Néanmoins, monter de niveau finira par lui débloquer des objets dans la boutique, ce qui est une bonne chose en soi. Pour l'instant, le plus pratique est qu'il peut utiliser un espace privé bien à lui. Mais même si notre gars voulait un environnement propre. À l'intérieur, il a été déçu par le désordre laissé par les kobolds. Une fois le repère sécurisé, les opérations de nettoyage ont commencé. Ce type a dû nettoyer tellement de merde de gobelins qu'il en a eu marre. Nettoyer autant était une vraie plaie. Surtout après avoir mené un vrai combat. Seongo a maudit ces créatures merdiques de vivre dans des ordures. Mais il n'avait plus à s'inquiéter. Avec sa nouvelle base, Seongo retourne dans son monde. Chaque fois qu'il doit sortir les poubelles. C'était un avantage. Mais cela lui a quand même pris énormément de temps pour nettoyer. La chose qui le surprend le plus, c'est de découvrir à quel point il est facile d'utiliser des objets entre les dimensions. Alors, il a utilisé un tuyau d'un côté et l'a activé de l'autre. S'étonnant lui-même de voir à quel point ça fonctionne bien. Après des heures d'effort, l'endroit est maintenant d'une propreté éclatante. Ensuite, il doit nettoyer les taches de sang. Et couler du béton pour que le stockage soit plus facile. Il pense aux complications liées au mortier et à l'utilisation de panneaux sandwich. Mais le seul avantage de cette grotte merdique, c'est qu'elle est pleine de pierres lumineuses et de pierres d'ignition. Ce sont des pierres pour débutants dans le jeu, mais l'endroit en est rempli. C'est donc une bonne chose. Seongo a maintenant une raison de bien s'occuper de cet endroit. Après les travaux du lendemain, le gars est au bout de sa vie. Il travaille si dur chaque jour que son corps est endolori de partout. En examinant son bras, il est surpris par le peu de coupures qu'il a subies. Ces objets collectés dans l'autre royaume reposent sur le coin de la table. Seongo se demande s'il devrait préparer une pommade en profitant de l'occasion. La méthode est assez simple, il suffit de mélanger de la poudre de guaca et des légumes en proportions égales.
Puis on remue un peu et voilà une pommade de bas niveau pour une guérison de base. Grâce à l'expérience de notre gars en cuisine, le chef a plus de facilité à les préparer. Le simple fait d'appliquer la pommade sur son bras lui donne l'impression de progresser. Cependant Seong-ho est troublé à l'idée qu'il devra peut-être en refaire encore et encore. Il envisage l'idée d'augmenter ses stats en se concentrant sur les bases. Mais d'un autre côté, il risque tellement sa vie qu'il pourrait même mourir. Avant que cette fichue apocalypse n'arrive, même si ce serait marrant à crever. Seong-ho ne veut pas prendre ce risque et pense à utiliser une arme plus pratique. Comme un pistolet. Soudain une idée lui vient à l'esprit. Il y a certainement quelque chose qu'il pourrait utiliser en dehors de l'histoire principale du jeu. On connaît son histoire de fond, mais la grande question est de savoir si cette histoire de fond s'appliquera même à l'apocalypse à venir. Utilisant cette information, Seong-ho se concentre en espérant que les événements de l'histoire de fond se produiront. Car il lui serait bénéfique de manière inimaginable. Avec un nouveau plan en tête, ce type monte sur le toit. Pour les matériaux de construction qu'il a commandés. Il ouvre le portail. Notre gars commence à jeter ses sacs de l'autre côté un par un. Après ça, il est allé chercher d'autres objets, puis est descendu au premier étage. Là il s'apprêtait à déplacer une pile de paquets, quand soudain la même fille est réapparue. Seong-ho commence à se demander si elle ne devient pas trop à l'aise avec lui. À ce moment-là, le gars lui dit carrément en face. La mettant dans l'embarras. Il l'assure qu'il est juste occupé par des travaux de rénovation. Et elle pense qu'il dit la vérité. Ce qui la surprend, c'est qu'il n'est pas venu pour sa coupe de cheveux habituelle tous les 3 mois. Seong-ho s'en souvient, oui. Et il comprend aussi qu'une coupe de cheveux est nécessaire pour l'exploration à venir. Alors il laisse tomber ce qu'il fait et va à sa boutique. Là le mec ressemble à une version coréenne de Moist Critical. Il lui ordonne de tout raser. L'arc du Sigma à la coupe militaire. Surprise, elle décide d'exécuter sa demande. Ce qui l'intrigue, c'est à quel point les épaules de Seong-ho se sont élargies. Franchement, soyons honnêtes, aucune fille ne dirait jamais ça pour de vrai. Il lui dit qu'il s'est entraîné, pendant que Mi-kyung parle de la fenêtre de statut, qui est liée au jeu Survival Life. Les éveillés sont des personnes qui ont joué au jeu. Au moins une fois. Pendant tout ce temps, Seong-ho fait l'idiot et est d'accord avec tout. Mais il demande aussi avec curiosité quelle est sa source d'information. Soudain, un type tatoué entre dans la boutique, révélant qu'il est là pour les nouvelles infos. Chose amusante, il se trouve que ce type a déjà affronté Seong-ho par le passé. Mais seulement dans un concours de chant. Notre gars est furieux que ce clown soit sa source d'information. Le blond lui dit qu'un certain individu a supprimé les streams et ne garde les informations que pour lui. C'est un moment gênant car ce type annonce même qu'il essaie de doxer l'emplacement réel du joueur. Seong-ho est vraiment curieux au sujet de cette personne mystérieuse. Inak lâche le nom de Kim Bob-joa, qui était le pseudonyme de Seong-ho. Cela complique déjà les choses. Parce que maintenant notre gars sait que des gens sont réellement là dehors. À sa poursuite. Inak force la jeune femme à être audacieuse et à rejoindre leur équipe. Seong-ho trouve que toute la situation est stupide. La seule raison pour laquelle il a supprimé la vidéo est simplement parce qu'il était déçu. Il n'a jamais eu le temps de penser à des avantages personnels. Bref, ce crétin est un aspirant monsieur je sais tout qui se la raconte. Il insulte même Seong-ho pour avoir laissé tout le monde en plan sans publier publiquement les informations de ses streams. Sans savoir que le type même qu'il traque actuellement est assis juste en face de lui. Seong-ho se demande si la réaction de la communauté est également la même. Cela l'amène à se demander s'il devrait vraiment changer de cap. Et partager les informations. Notre gars se lève personnellement pour affronter Inak. Le réprimandant pour avoir gâché sa coupe de cheveux en plein milieu de la séance. Inak essaie de jouer les durs avec notre gars, mais Seong-ho foudroie le nabot du regard avec des yeux meurtriers. Lui ordonnant de dégager rapidement à moins qu'il ne veuille être à nouveau humilié. Intimidé, le crétin quitte la boutique tandis que la dame lui dit au revoir. Mi-kyung se sent soulagé. La voyant en détresse, notre gars lui demande son numéro. Uniquement parce qu'il pense que ce type est vraiment un clown qui pourrait menacer sa vie. De retour à la maison, notre gars ressemble à un mannequin avec son nouveau look. D'abord, il s'est concentré sur son nom d'utilisateur et a décidé de chercher des informations sur le forum. Ce qu'il a trouvé était alarmant. Tout le forum était inondé d'insultes et de jurons. À son encontre, il recevait une haine sans fin jusqu'à ce que ils finissent par trouver le nom d'utilisateur d'Inak. Ce clown utilisait même un pseudonyme. Bien qu'une vérification complète soit accessible sur le site web. Sa page entière était inondée de commentaires négatifs sur notre gars,
un vrai athée et Redditor dans l'esprit, le corps et l'âme. Seong-ho éteint son ordinateur, sachant que c'est la seule réaction appropriée. Il n'était pas mentalement affecté, juste déçu, mais ensuite. Son cerveau a ressenti un étrange sentiment de calme alors qu'il commandait le portail. Il a passé les 2 jours suivants à peaufiner sa planque, travaillant sur le minage et la construction. La pioche l'a aidé, puis il a étalé le mortier avec de l'eau, le lissant uniformément. Chaque jour, une fois le travail terminé, il sort en attendant que le mortier sèche. Pendant ce temps, il contemple la lune solitaire. Soudain, Seong-ho a réalisé qu'il devait répondre à cette injustice et à ce niveau de cruauté. Il n'est pas une sorte de héros, et il ne cherche pas un but grandiose dans la vie. Son but ultime est la survie ultime, c'est tout ce qui compte tant qu'il gagne. Prenant sa résolution, il se retourne et se retrouve effrayé. Un bon creeper s'approche de lui en cliquetant. Seong-ho était déjà furieux. Alors il a enfin trouvé une cible sur laquelle concentrer son attention. Une forte explosion s'ensuit, engloutissant tout dans les flammes. La fois suivante où notre gars se réveille, il est couvert d'égratignures. Il ne sait même pas ce qui vient de se passer, mais il se souvient alors de la vue du bon creeper. La seule chose qui le perturbe est de savoir comment il a pu survivre à une explosion à bout portant. Mais il y a aussi une réponse à cela. Juste après avoir repéré le bon creeper, Seong-ho savait déjà que cet enfoiré allait exploser en 1000 morceaux, alors il a détalé. Mais la détonation l'a quand même rattrapé, le projetant avec assez de force pour lui faire perdre connaissance sans le tuer. Cependant, cette petite manœuvre lui a aussi coûté cher. Seong-ho a le côté droit criblé d'épines. Rassemblant le peu de force qui lui reste, il appelle la fenêtre de statut à l'aide. Les statistiques du système ont diminué en raison de son état actuel. Mais grâce à l'élimination de la créature, il obtient des points pour sa défaite. Un mal de tête lancinant commence à prendre le dessus, accablant les sens de Seono. Puisant dans sa dernière once d'énergie, il commande d'ouvrir le portail. Dans la scène suivante, la première chose qu'il a faite a été de soigner ses blessures. Cela implique de retirer les fragments d'os de la créature. Leur retrait fut atrocement douloureux et lui fit un mal de chien. La pommade a fait des merveilles. L'aidant a arrêté le saignement. Il vérifia son état après avoir mieux pansé la plaie. Seong-ho finit par s'évanouir. C'était sa limite pour la journée. Le lendemain matin, l'aube se lève et notre garçon est de nouveau sur pied. Il pense qu'il est sur le point de mourir d'un jour à l'autre. Sa préoccupation immédiate est de vérifier si ses blessures sont guéries, alors il ouvre la fenêtre de statut. Le système semble indiquer que tout va bien, ce qui est une bonne chose. Il se lève et se demande comment un maudit Ados a bien pu le trouver en premier lieu. Tout d'abord, la forêt est vraiment immense, il n'est donc pas improbable que des créatures sortent de leur cachette si soudainement. Cela l'alerte sur la nécessité de se concentrer sur l'amélioration de sa statistique de perception, ce qui augmenterait ses capacités de détection. Le seul moyen d'augmenter de telles statistiques dans le jeu est d'utiliser des points de statistique. Bien sûr, ceux-ci s'acquièrent grâce à l'expérience de chasse ou d'exploration. Un autre moyen d'améliorer les statistiques est d'utiliser de l'équipement ou des armes qui renforcent l'utilisateur. Le seul problème, Sora est un putain de jeu de merde, et sa difficulté est hors norme. Même pour obtenir de simples objets de statistiques, il faut affronter des monstres dangereux. D'un niveau bien supérieur au sien. Cela signifie affronter des bêtes infernales. Juste pour une arme. Après avoir vaincu des monstres, des compétences pouvaient aussi être débloquées. Les monstres de haut niveau, en particulier, en laissaient tomber sous certaines conditions. Sauf que toutes les compétences ne convenaient pas à tous les joueurs, alors Seong-ho cherche maintenant un moyen. Un moyen infaillible pour lui d'acquérir des objets améliorant les statistiques. Il décide de revoir l'histoire contextuelle qu'il a visitée dans le jeu. De telles histoires se déroulent avant la chute des astéroïdes sur Terre. Cela signifie que visiter de tels endroits pourrait vous rapporter des objets spéciaux avant même que l'apocalypse n'arrive. Mais ce n'est qu'une théorie du jeu. Vous saisissez? Seong-ho sait qu'il doit aussi affronter des monstres plus forts, d'ailleurs. Il passe les quelques heures suivantes à se renseigner sur d'anciennes informations. Et découvre 3 lieux importants où les histoires de fond se sont déroulées. Le navire russe, le Hobgoblin, et un autre, l'incident de l'orque de la montagne Jerry. Le plus rapide du groupe, d'après les enregistrements, l'orque a été découvert le 26. Il doit donc partir le 25 pour le trouver en avance, avec sa prochaine mission en ligne de mire. Notre gars attrape son téléphone et se rend compte que Mi-kyung l'appelle.
À une heure tardive. Dans la scène suivante, ils sont tous les deux dans un café, et elle lui demande comment il va. Se demandant pourquoi il a choisi de porter une chemise à manches longues en plein été. Le frérot doit cacher ses blessures. Et il se rend compte que cette femme est bien plus observatrice qu'elle n'en a l'air. Elle pense qu'il est contrarié par l'incident à la boutique, mais Seong-ho nie quoi que ce soit de ce genre. Elle est heureuse de l'entendre, exprimant à quel point elle a eu peur. Seong-ho lui rappelle que l'hiver dernier, ce type a causé des problèmes en utilisant une dépanneuse modifiée illégalement, puis il a commencé à s'en prendre aux personnes faibles. Pour faire court, c'est une ordure. Mi-kyung est abasourdi d'apprendre cette nouvelle. N'ayant aucune information sur ce type auparavant, mais notre gars la supplie de rester loin de lui. Seong-ho lui demande alors directement la raison pour laquelle elle l'a invité. La mignonne jeune femme se penche à son oreille et révèle qu'elle est en fait une éveillée. Seong-ho n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a révélé une information aussi sensible. Jouant le jeu naturellement, il fait semblant d'être jaloux de ne pas avoir eu la même chance. Elle se sent mal de lui avoir menti, mais il assure que ce n'est pas grave. Concluant leur rencontre, il se lève pour partir. Seong-ho est heureux qu'on lui ait confié cette information. Et admet qu'il se sent mieux grâce à ses paroles. Avant de partir, il laisse un petit indice. En déclarant son intérêt pour le jeu Survival Life Game, ayant la ferme intention d'étudier le jeu. Maintenant, de retour chez lui, Seong-ho admet qu'il se sent vraiment heureux. De trouver des personnes comme elle avec un bon fond. Il consulte les boutiques. Et finit par acheter des drones de ouf et même une voiture de location pour se déplacer. Puis il file directement au lit pour récupérer pour le lendemain. Le lendemain arriva au moment où l'aube se leva. Il commença à fabriquer du matériel pour chasser les orques dans sa base. Il broya et raffina des pierres d'ignition. Elles devaient être manipulées avec précision, sinon elles s'enflammeraient au moindre choc incorrect. Ensuite, il s'attaqua à la pierre lumineuse. Leur extraction vous aveugle avec leur lumière. Mais c'est une bonne chose, alors il continue. Après avoir broyé les deux, il en fait de la poudre. Cela termine sa préparation pour la mission. Ensuite, il verse du sucre, de l'essence et des solvants organiques. Le dernier ingrédient est un agent durcisseur. Pour que la pierre d'ignition se solidifie. Grâce à son portail dimensionnel. Aux coordonnées flexibles, il put facilement installer un bureau sans difficulté. Avant de partir, il emballe toutes ses affaires dans sa voiture de location. Satisfait de son achat. Une fois le matériel sécurisé, Seong-ho prend la route vers le mont Jerry pour tuer les orques. Il arrive sur le parking du camping de Yongsan-ri avant minuit. Passant le temps qui lui reste à s'entraîner mentalement et à sécuriser son équipement. Quand sonne minuit, il commence sa recherche à grande échelle. 2 heures plus tard, la pluie s'est intensifiée et la brume créée par la pluie rend la visibilité difficile. Il se demande d'où les orques sortent de terre. Comme il a déjà inspecté les environs du camping, il pense que le phénomène précurseur n'existe pas dans la vie réelle, mais soudain ses pensées sont interrompues par un rugissement puissant. Paniqué, il regarde derrière lui, d'où provenait le son. C'est une silhouette sombre et ténébreuse qui s'approche de lui. Notre garçon réalise que c'est un ORC, et pas n'importe lequel. C'est une sous-espèce d'ORC rouge. Ce qui signifie qu'un drop de compétences est garanti. Kang Seong-ho essaie de se calmer. Tout en lançant un pétard. Si tout se déroule comme prévu, il pourra sans aucun doute le capturer. La méthode qu'il a imaginée pour affronter les orques est simple. La première étape consiste à utiliser l'agressivité de l'ORC pour attirer son aggro. Lorsque l'ORC est distrait par l'éclat du pétard et commence à l'attaquer avec sa hache. C'est le moment de saisir l'opportunité. Viser l'ORC et ouvrir instantanément le portail. Puis saisir et dégoupiller une grenade flash. À cause de la lumière intense, il faudra environ 20 secondes à l'ORC pour retrouver la vue. Cela déclenche une course contre la montre. Ensuite, détruire les muscles de l'ORC qui se sont relâchés. Sous l'effet de statue pour réduire drastiquement ses mouvements. L'ORC hurle de rage et utilise sa hache pour attaquer notre héros afin de l'écraser. Mais vivement, notre gars se baisse juste avant que la hache ne le touche, esquivant ainsi l'attaque. Il sort alors son couteau et poignarde l'ORC au pied. Dès que son pied est poignardé, l'ORC hurle de douleur et s'effondre sur les genoux. Lorsque les yeux de l'ORC et de notre protagoniste se retrouvent au même niveau, il lui enfonce la bombe incendiaire qu'il avait préparée dans la gueule. À peine la bombe est-elle dans la gueule de l'ORC qu'elle explose. Aussitôt, notre héros commence à célébrer sa victoire. Soudain,
Le point de l'ORC assène un coup à notre héros, le projetant au loin. Il se relève, conscient qu'il n'aurait pas dû baisser sa garde si vite, et regarde l'ORC, s'avançant dans sa direction avec le torse en feu, même s'il ne semble pas en avoir pour longtemps. Notre héros est persuadé qu'il va bientôt connaître sa fin, réduit en charpie par l'ORC. C'est alors que son système l'informe que son niveau est passé à 3. Et qu'il vient d'obtenir 10 points supplémentaires, ainsi que la compétence volonté de survivre. Il se relève, se disant qu'il est incapable de gérer ça, tout en se demandant où est l'objet de drop. Alors qu'une lumière brille à son poignet, il le regarde. Et l'objet de drop qu'il reçoit est une montre, la perception. Il soupire de soulagement. Car cela aurait été une vraie galère de trouver l'objet de drop sous la pluie. Il s'approche de l'ORC mort, la tête en ébullition, se demandant quoi faire de sa dépouille. Il se souvient que l'incident de l'ORC de Gérizan était sous embargo. Il se demande alors si c'est la bonne chose à faire que de révéler cette information. Car la situation pourrait s'envenimer. Il repense à ce que Mi-kyung lui a dit. Sur le fait que les éveillés sont ceux qui ont joué à ce jeu au moins une fois. Ce qui ne signifie qu'une chose. Il doit y avoir plusieurs milliers de personnes qui se sont éveillées. Même si une petite minorité d'entre eux sont des individus comme Owen Hawk. Ils provoqueront l'effondrement du système et des lois pour leur gain personnel et feront éclater le chaos. Pour l'instant, le plus gros problème est que il ne peut pas laisser la dépouille de l'ORC ici, sinon elle deviendra un rôdeur d'os et commencera à s'en prendre aux gens des deux mains. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit. Pourquoi n'a-t-il pas envisagé qu'il pouvait devenir un zombie, même en étant un éveillé? Il pourrait très bien devenir un zombie s'il était infecté par les spores. Il ne sait pas quoi faire, incapable de prendre une décision. Il ouvre le portail tout en pensant aux quelques personnes qui auront survécu. Il est certain que cette vie mérite une fin digne. Notre garçon commence à creuser un trou dans le sol pour pouvoir enterrer l'ORC qu'il vient de tuer. Il s'épuise rapidement et se demande comment il va faire pour tirer l'ORC dedans. Sa compétence nouvellement acquise, volonté de survivre, s'active, déclenchée par son épuisement pour achever la tâche sur le champ. Le héros se met alors à finir son travail rapidement, n'ayant d'autre choix que de travailler aussi vite qu'il le pouvait. Puis il jette l'ORC dans sa tombe, tout en étant reconnaissant pour cette compétence. Après cela, il ouvre le portail et atterrit dans une voiture en mouvement. Il faut du temps à son corps pour se remettre des contre-coups avant qu'il ne puisse reprendre ses activités habituelles. Le lendemain, il se réveille en se demandant si le temps qu'il voit est bien réel. Selon le plan, il aurait déjà dû établir une ligne de défense. Il regarde son téléphone, se demandant si les restes de l'ORC rouge ont bien tous disparu. Il décide de ne rien entreprendre aujourd'hui, ce n'est tout simplement pas le bon moment pour lui. Et décide de jeter un œil aux articles qui ont été livrés tôt ce matin. À l'intérieur de la boîte se trouvent toutes les armes dont il a besoin, bien qu'il ne puisse les utiliser que comme une massue de guerre amérindienne. Pourtant, quelques articles du colis sont manquants. Il ramasse une note qui indique que certains des articles qu'il a commandés sont illégaux et qu'ils n'ont pas pu passer la douane. Alors qu'il est occupé à examiner les armes qu'il a reçues, il entend une autre camionnette de livraison et crie à haute voix de laisser le colis devant sa porte. On frappe à la porte, ce qui intrigue notre gars. Pourquoi le livreur ne l'a pas écouté? Il essaie de répéter sa demande, puis ouvre la porte. Ce n'était pas le livreur, c'était Mi-kyung. Elle se tient là, expliquant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'elle voulait discuter de quelque chose avec lui. Elle tient un sac avec de la nourriture et lui demande s'il veut manger du raboki avec elle. Il ne reste plus que 24 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Notre garçon n'en revient pas que Mi-kyung soit enfin venu chez lui. Il est visiblement nerveux et ne peut s'empêcher de rougir lorsqu'elle sert le repas. Elle lui dit de manger avant que le plat ne refroidisse et il s'exécute. Ils terminent rapidement leur repas. Et il lui demande de quoi elle voulait parler, elle va droit au but. Comme il a mentionné plus tôt qu'il se renseignait sur Sora, elle pouvait donc discuter de certaines informations importantes à ce sujet. Eh bien, ce n'est pas ce que notre garçon pensait qu'elle venait discuter. Il pensait peut-être qu'elle voulait sortir avec lui. Mais il se rassure en se disant que parler des choses apocalyptiques avec elle serait la meilleure option pour le moment, car il a besoin d'être bien entouré dans les moments difficiles. Elle commence rapidement à tout déballer. Pendant que notre garçon prépare d'autres choses, il sort son ordinateur. Il lui révèle même qu'il s'est éveillé, car l'apprendre d'une autre manière ne serait pas une très bonne chose. Il commence par expliquer en détail la peste de mort métallique et le fait de se déplacer en groupe de plus de 6 personnes. Fait du groupe une cible facile pour les zombies. Comprendre ce concept est essentiel pour la survie.
Ce qui en fait la compétence la plus importante de toutes. Le but du jeu est de survivre. Alors qu'il s'apprête à donner plus d'explications, elle l'arrête. Elle aborde ce qu'a dit Owen Hawke. Kimba Plovey subit de nombreuses critiques. Alors pourquoi ne divulgue-t-il aucune information? Notre garçon n'a pas vraiment de réponse à sa question et lui demande de deviner. Elle suppose que tout le monde a une raison et que les circonstances la justifient. Alors, notre garçon lui dit qu'il a rejeté son offre de le rejoindre. Et elle se demande pourquoi il ferait une chose pareille. Il sort son téléphone pour lui en montrer la raison. C'est un enregistrement où on les entend parler de l'enlèvement d'une fille. Disant qu'elle se fait désirer. Entendre toute cette conversation le met en colère. Il se tourne vers Kyung, l'informant de ce qui sera révélé à l'arrivée de l'apocalypse. La vraie nature des gens. Notre héros lui conseille de ne faire confiance à personne, mais elle le surprend en lui suggérant qu'ils devraient former un groupe ensemble. Notre gars serre le poing, car il ne pouvait pas donner une réponse sur un coup de tête. Un de ses objectifs est d'atteindre le niveau 10 et de débloquer la boutique avant le tutoriel, ce qui pose un problème. À Seola, il y a un système où le rang des monstres qui réapparaissent change en fonction du niveau. Si elle l'accompagnait, elle connaîtrait à coup sur la pire des morts. Il rit nerveusement, se demandant ce qu'elle ferait s'il devenait un zombie. Elle assure qu'elle ira bien et utilise son trait pour se téléporter à sa table à manger. Elle se vante de son trait appelé clignement, elle n'a qu'à l'esquiver s'il venait à la mordre. Il est surpris par sa compétence, mais l'avertit de ne pas la montrer à n'importe qui. Mais elle dit lui faire confiance avec un grand sourire, et suggère qu'ils formeront une super équipe. S'ils ne deviennent pas des zombies. Un peu plus tard, il se tient près des arbres. Tout en pensant à la facilité avec laquelle il a construit les clôtures. La première étape a été de marteler des poteaux de soutien dans le sol pour les installer. Il a ensuite enroulé du fil de fer barbelé autour d'eux et l'a fixé, après quoi il a installé des capteurs infrarouges à quelques endroits. Et son travail est terminé. Il regarde le travail qu'il a accompli, se félicitant et étant certain qu'il devrait au moins obtenir un point de dextérité pour cela. Seung-ho commence à rebrousser chemin, achevant les travaux de maçonnerie et créant un mur de défense. Il décide de commencer à déplacer les colis. Il a fini de déplacer les boîtes un peu plus tard. Alors qu'il évalue quoi faire ensuite, il a soudainement froid et éternue. Il réalise que l'autre monde sera froid et que bientôt il devra s'abriter ici. Il doit donc penser à des contre-mesures. Notre héros regarde l'entrée de la grotte et décide d'y construire une porte, car un simple rideau ne suffira pas. À chaque pas, sa liste de choses à faire ne cesse de s'allonger. Il s'arrête plus tard dans un atelier de menuiserie pour fabriquer et acheter différentes choses. Sur le chemin du retour, il a repéré les endroits qu'il pillera pendant les 5 heures. Avant que la peste de mort métallique ne se propage. Alors qu'il dresse la liste, il est interpellé par Jung Jun-young, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il est directeur de salle de sport et divorcé, et il a une jeune petite fille. Notre garçon déchiffre son expression, et elle n'a pas l'air très bonne. Jung n'a pas l'air de s'en soucier, mais commence à examiner son corps, qui semble se remettre en forme. Puis notre garçon lui demande ce qui ne va pas. Ce à quoi il répond que c'est évident, il est contrarié parce que le monde va prendre fin. Le protagoniste est surpris que lui aussi soit au courant, et Jung se demande si notre protagoniste y croit. Au début, Jung n'y croyait pas jusqu'à ce que son ami se mette à l'éviter, utilisant le super-pouvoir qui lui a été accordé. Le protagoniste ment en disant qu'il ne s'est pas encore éveillé. Et le directeur de la salle de sport soupire tristement, disant qu'il ne s'est pas non plus éveillé. Maintenant, son ami se rend à la station de radiodiffusion. Pour se faire un peu d'argent, le type de la salle de sport fait signe à notre gars de s'asseoir à côté de lui. Et notre gars réalise que bientôt tout le monde découvrira l'existence des éveillés. Jung change de sujet pour parler d'un événement bizarre, la fusillade de Yeouido. Seong-ho n'en croyait pas ses oreilles, car il n'avait pas regardé les informations le matin. Il lui a demandé d'aller voir les infos, mais la publication est retirée instantanément. Les médias sont désormais contrôlés. Jung explique les nouvelles qui ont suivi. Comment ils essayaient d'étouffer l'affaire. En disant que c'était un déserteur qui était l'auteur de la fusillade. Maintenant, la zone de la fusillade a été fermée au public, seule l'armée et la police peuvent s'y rendre. Soudain, notre gars se lève, trouve une excuse pour partir et commence à s'enfuir. De retour chez lui, une fusillade a eu lieu juste après l'incident de l'ORC. Toute cette histoire lui fait penser que le gouvernement est dans le coup. Car leur réaction l'a rendu évident. Il ouvre un fichier sur son ordinateur et clique sur une vidéo. Notre gars est surpris de voir beaucoup de gens
connaître l'heure exacte du phénomène précurseur. Il s'est même débarrassé de l'ORC. Mais la fusillade a eu lieu au même moment. Tout en réfléchissant, il se demande si quelqu'un a divulgué l'information au gouvernement très tôt et tente de prendre des mesures. En commençant par le premier phénomène précurseur, et peut-être qu'ils ne se sont pas manifestés. Parce qu'ils n'ont pas de trait offensif. Il n'est pas sûr de qui il s'agit. Mais il y a certainement quelqu'un derrière le gouvernement. Seong-ho se demande qui cette personne pourrait être. Il a fait des recherches et il ne lui restait que 3 joueurs vétérans. Après mûre réflexion, il a écarté le créateur. Car il transpose cette mécanique du jeu dans la réalité. Les créateurs du jeu sont probablement les méchants. Si les méchants étaient soutenus par le gouvernement, ils ne l'auraient jamais laissé tuer l'ORC. Il esquisse 3 visages. Qui sont les plus grands suspects? Il se demande si c'est le survivant numéro 1. Et si sa théorie est juste, il n'a pas besoin de partager cette information. Lui-même avec le gouvernement. Notre gars s'étire sur sa chaise, se demandant si le survivant numéro 1 est bien celui qu'il connaissait. Ses amis vétérans lui manquent. Et il décide de leur faire confiance pour le moment. D'ailleurs, partager des informations n'empêcherait pas la catastrophe à venir, alors il n'interviendra pas pour l'instant. 2 jours plus tard, sa porte est faite et son garde-manger est prêt. Le premier abri est terminé. Il décide d'installer 2 plateaux logistiques. Et ensuite de percer le mur, mais il y a bien moins d'espace qu'il ne l'imaginait. L'étanchéité du sous-sol a été faite, et il y a travaillé petit à petit. Il s'éloigne, en se disant qu'il trouvera une solution une fois que ce sera terminé. En entrant dans la phase 2, il y a une tâche importante qu'il doit accomplir. Créer des cartes avec son drone. Alors qu'il s'y attelait, avec son casque de réalité virtuelle et le drone dans les airs, il a vu l'abri au point central. Et a commencé à explorer les environs. Grâce au drone, il a pu découvrir les champs de neige. Au nord-ouest et un océan au sud. L'océan n'abritait aucun monstre et beaucoup de proies. Il décide donc de poser des pièges pour attraper du poisson. Il a examiné la vallée pour en étudier l'écosystème. Autour de l'abri. Soudain, il aperçoit l'endroit où il a enterré l'oursibou. Mais le cadavre a disparu. Il se demande si la grosse boule de poil l'a mangé. Il ne tire pas de conclusion hâtive car il y a de nombreuses empreintes de pas à proximité. La plupart étant des empreintes d'orques, ce qui rend la situation encore plus suspecte. Il mesure la distance entre la vallée et l'abri, qui est d'environ 1,5 km. Rendant l'abri plus dangereux qu'il ne le pensait, sachant que les gobelins sont à proximité. Il décide de ramener le drone à l'abri, car il ne peut pas se permettre de le perdre. Il parvient à esquisser une bonne carte et sait quelle sorte d'animaux se trouvent dans la forêt. La prochaine chose qu'il doit faire est d'inspecter toutes ces zones par lui-même, en commençant par le marais le plus proche. Il veut voir s'il est possible de cultiver. Soudain, l'infrarouge se déclenche et il sort. Sachant qu'il y avait des gobelins dans les parages, avec leurs empreintes marquées sur le sol. Notre garçon y pensait déjà, ce qui crée une opportunité parfaite pour lui. Il se demande si c'est à cause de sa statistique de perception qui a récemment augmenté. Même le plus petit son était extrêmement clair pour lui. Après un moment, il a pu repérer quelques gobelins. Sans se montrer. Cela a créé l'angle d'embuscade parfait pour lui. Et il sort sa lance et une flèche et la lance en direction de la tête du gobelin. Attaqué, le gobelin tombe raide mort et notre garçon est repéré par les autres gobelins. Et il commence à courir vers lui pour l'attaquer, mais il se débarrasse d'eux rapidement. Comme s'ils étaient faciles à tuer. Il en tue 4. Et s'attaque ensuite aux 4 restants. Notre héros se fait encercler par eux. Mais il sort quelque chose de sa poche qui met instantanément les gobelins à genoux. Alors qu'ils sont à genoux, notre protagoniste prend son couteau et leur tranche la tête. Il a profité de l'épuisement des gobelins pour remporter cette bataille, et même lui n'arrivait pas à croire que ça avait fonctionné. Il ne reste maintenant plus que 21 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Tout en creusant le sol. Notre héros se sent fatigué et soudain son trait se déclenche. Et son corps est à nouveau plein d'énergie. Il réalise que sa compétence n'est finalement pas complètement inutile. Après un moment, il a fini d'enterrer les cadavres des gobelins. Il se tourne ensuite vers le butin qu'il a récupéré. Il ramasse d'abord le fruit guaca, qui aide énormément et restaure la force. Il y a une tonne d'huile végétale dans le butin, ce qui lui fait penser qu'il y a peut-être une récolte à proximité. Il regarde dans la sacoche du chef gobelin, et il est surpris d'y trouver un crapaud vivant. Ce crapaud est de couleur bleue, ce qui amène notre héros à se demander pourquoi il transporterait un crapaud vivant plutôt qu'un mort. Soudain,
Le crapaud commence à émettre une odeur et notre héros ne tarde pas à réaliser qu'il s'agit d'un poison paralysant, utilisé par les gobelins. Instantanément, notre héros décide qu'il doit élever ce crapaud. Quoi qu'il en coûte. Non seulement il trouve le crapaud super mignon, mais en étant capable d'en extraire le poison, il pourra développer une résistance au poison, en se l'injectant dans le corps. Avec le poison paralysant, la chasse deviendra aussi plus facile. Notre héros décide alors de donner un nom au crapaud. JODOC. Alors qu'il a l'intention de bien nourrir JODOC, le système commence à l'informer que le crapaud est désormais sa propriété. Il se demande si c'est une sorte de mécanique cachée ajoutée à la réalité. Il commence à trop réfléchir et à suranalyser la situation. Après cela, notre héros commence à explorer et ouvre le portail dimensionnel. Grâce à ce portail, il fait des allers-retours et achève finalement sa réorganisation. Ensuite, il commence immédiatement à fouiller les environs et trouve alors une source qu'il avait accidentellement manquée avec le drone. Il regarde l'eau et se rend compte que c'est de l'eau ordinaire et qu'elle n'a rien de particulièrement dangereux. Il est surpris de trouver une cachette près de son abri. Et juste derrière la source, il trouve un arbre à guaca et des bourgeons d'huile végétale. Notre garçon a cueilli les fruits de guaca et a récolté une quantité suffisante de bourgeons d'huile végétale. Après cela, il a laissé des marques sur les arbres partout où il est passé pour ne pas oublier le chemin vers cet endroit et a commencé à rentrer. Dans son appartement, il nourrit son nouvel animal de compagnie, Jodoc. Il élève son animal de compagnie dans l'appartement du 2e étage pour le moment. Il ne pouvait pas laisser Jodoc dans la planque car il serait mort. En plus de s'occuper de son animal, il avait d'autres choses à faire, la plus longue étant la préparation de la pommade. Et en a accidentellement fait beaucoup trop. Il ne sait pas quoi en faire. Il ne peut pas la donner à Mi-kyung car elle est aussi une éveillée. Il décide donc de la donner à Young. Chez Young, il boit la boisson protéinée. Et notre garçon lui a donné la pommade, le laissant se demander ce que c'est. Notre garçon explique qu'il en a acheté beaucoup trop et que c'est censé être efficace pour les blessures. Young demande en plaisantant s'il se lance dans le marketing et notre héros nie. Néanmoins, Young lui est reconnaissant pour la pommade et pour lui avoir envoyé des informations sur les surats. Mais notre garçon le remercie de l'avoir informé de l'incident de la fusillade. Puis Seong-ho remarque que la salle de sport est bien trop calme, ce à quoi son ami explique que tout le monde est parti établir des plans après que le type de la diffusion a répandu les informations qu'il connaissait. Alors maintenant, il décide de faire une base ici. Notre héros l'avertit qu'un trop grand nombre de personnes est un signe de danger. Mais Young ne veut tout simplement pas abandonner ses membres, il leur est trop fidèle. Ensuite, Young se demande ce que Sian-ho a l'intention de faire, et celui-ci balaie la question d'un revers de main. Soudain, ils entendent un cri et Sian-ho le trouve familier. Il regarde en bas du bâtiment et voit Mi-kyung par terre. Tous les deux se précipitent vers elle en se demandant ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle a été attaquée mais n'a pas pu voir son agresseur. Young part instantanément vérifier l'extérieur du bâtiment et toute la zone. Bien que notre garçon essaie de l'empêcher de sortir pour l'instant. Pendant ce temps, notre garçon reste avec Mi-kyung et elle donne plus de détails. Que tout est devenu noir devant ses yeux et qu'elle n'a pas pu réaliser ce qui venait de se passer. En entendant cela, un frisson parcourt l'échine de notre héros, qui comprend ce qu'il se passe. Et il l'incite à utiliser immédiatement sa capacité, clignement, chaque fois qu'une telle chose se produit. Parce qu'ils ont commencé à agir. Il l'assure également qu'il lui enverra bientôt un kit d'autodéfense. Et l'exhorte à être très prudente désormais. Il ne reste que 20 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Il y a un mème célèbre du passé, si 5 personnes se rassemblent. L'une d'entre elles est forcément inutile. Les trolls existent partout dans le monde. Surtout à Sura. À Sura, il existe des patchs contre les interférences. Les développeurs répondent aux signalements mais n'attrapent pas les trolls. À Sura, les trolls rejoignent une équipe en se faisant passer pour des joueurs normaux, mais par la suite. Ils attirent le groupe dans une zone remplie de monstres, provoquant l'anéantissement de toute l'équipe. Ils approchent les débutants avec gentillesse uniquement pour les tuer plus tard et voler leurs affaires. Les trolls ont fait toutes sortes de choses pour pousser les groupes à s'entretuer. Ils ont fait chuter le jeu, qui n'était déjà pas célèbre, en seulement 1 an. Certains groupes de joueurs se sont retrouvés à 4 car l'équipe de Seong-ho s'est occupée des trolls restants. Notre héros se demande pourquoi il explique tout ça, puis il résume tout ce qu'il a découvert jusqu'à présent. Les communautés d'éveillés se sont regroupées après la fusillade de Yuido. Elles ne se contentent pas de partager des informations, mais élaborent aussi des complots. Il s'interrompt au milieu de sa phrase en découvrant que des gens vendent également ses vidéos.
En naviguant davantage sur le site, notre protagoniste apprend que son coéquipier Dohaji Sem était un troll. Il est stupéfait de voir la miniature de la vidéo de Dohaji Sem, qui prétend s'être fait carry par Kimbap Joe. Maintenant, Seongo se demande si ce troll essaie d'attirer des gens. En voyant la vidéo monter, il applaudit Dohaji Sem, à la surprise générale. Alors que Dohaji Sem est félicité pour son ingéniosité, il s'étire et décide de s'entraîner davantage. Afin de pouvoir affronter ce genre de personnes, pendant les 13 jours suivants, dès qu'il en avait le temps. Notre héros a constamment appris le maniement des armes et des techniques utilisables en combat réel. Sur une chaîne YouTube de survie en ligne. D'un autre côté, pendant cette période, il a étudié les attaques de monstres, y compris celles de leurs repères. De plus, de nombreuses stratégies et armes ne prenaient pas en compte la maladie du fil. Par conséquent, après s'être entraîné pendant ces 13 jours, Seongo est enfin prêt à choisir son arme principale, une arme utilisable si la maladie du fil se déclare, et qui est également efficace pour le combat antipersonnel et l'élimination des monstres. Il regarde dans son sac d'outils et y trouve une massue de guerre indienne et un lance-pierre en bois. Des perles d'argile-ocre et une hache en pierre faite à la main, cependant aucune ne correspond à ces conditions. Au début, notre protagoniste décide d'essayer le lance-pierre. Il est très utile à bien des égards, cependant l'utilité des perles d'argile-ocre est ambiguë, car leur puissance est faible. Ensuite, il décide d'utiliser la massue de guerre indienne. Il se dit qu'une fois la maladie du fil considérée comme un fait acquis, il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. La manière la plus simple d'éliminer un zombie est de détruire les spores qui vivent à l'intérieur du crâne avec une arme contondante. Il se souvient que la première arme qu'il décide d'acheter après avoir atteint le niveau 10 est un objet de type arme contondante. La massue en bois d'ébène, et c'est pourquoi il était essentiel pour lui d'augmenter sa maîtrise. Mais maintenant notre garçon se demande si la massue de guerre indienne est également efficace contre les gens. Il pense que c'est ambigu car il lui sera difficile de gérer un éveilleur psychique avec ça. Il sait que dans la vie de survie, tuer un humain rapporte 50 points. Le système de meurtrier, qui exigeait des combats à mort avec les joueurs à proximité si l'on était enregistré comme meurtrier, empêchait l'abus du meurtre de joueurs, bien qu'il y aura un grand nombre de personnes qui élimineront des utilisateurs pour obtenir plus de points, même en subissant des malus. Pendant ce temps, il détruit complètement le mannequin. Avec sa massue de guerre indienne, il décide d'éviter ce genre de joueur, jusqu'à ce qu'il ait fini le farming d'objets et de compétences. Après s'être entraîné durement, notre héros s'essuie la sueur du visage tout en prévoyant de démanteler complètement le magasin. Mais il s'arrête au milieu de sa phrase en entendant un hurlement de loup venant des environs. Il est choqué, se demandant si un loup s'est blessé près de la cachette. Plus tard, Seongo trouve le loup qui est plus grand que la normale. Notre garçon peut même le chevaucher. Le système révèle son nom. Loup gris, mais en l'observant de plus près, il remarque qu'il ne respire pas. Il se demande si c'est un loup errant ou un loup qui s'est approché de sa cachette après avoir été attaqué. Pour trouver plus d'informations, notre protagoniste commence à examiner ses blessures. Cependant, sorti de nulle part, un jeune louveteau le frappe dans le dos. Seongo apprend que la louve morte est en fait la mère de ce petit louveteau, qui se tient entre lui et sa mère afin de la protéger. Il est déconcerté car il ne peut pas utiliser la force pour séparer ce petit loup de sa mère. Il attrape une pelle, car notre héros décide d'enterrer rapidement la louve morte. Alors qu'il commence à creuser un trou, il se dit que si cette louve était un monstre, alors elle se transformera en un monstre d'os, et sinon, alors elle attirera d'autres monstres. Après un certain temps, le trou est entièrement creusé, tandis que le louveteau dort à côté de sa mère. Rappelant à notre garçon son propre passé et Ming-Chi, le chien qu'il a élevé dans son enfance. Ensuite, il attrape le petit loup, expliquant que sa mère va dormir ici. Il ajoute qu'il pourra rendre visite à sa maman quand il le voudra, car il prévoit de faire une chatière dans la porte de la planque. Puis, Seongo donne au loup un morceau de viande, promettant de s'assurer qu'il n'aura jamais faim jusqu'à ce qu'il grandisse. Il lui demande son aide en retour, grâce à son incroyable odorat. Quand il lui demande s'il est d'accord, le petit loup répond joyeusement en émettant un son doux. Alors, notre protagoniste lui donne un nom, Dingo, en lui tapotant la tête. La fenêtre du système apparaît, l'informant qu'il a réussi à communiquer avec le loup gris, et que ce loup gris, Dingo, sera considéré comme sa propriété. Suite à cela, il reste 19 jours. Avant l'arrivée de l'apocalypse, Seongo est occupé à entraîner Dingo. Il lui ordonne de répéter les actions qu'il vient de lui apprendre.
quand notre garçon demande la pâte. Dingo la pose sur la main de son maître, puis le loup court comme demandé. S'assoit, se couche et reste silencieux, obéissant à chaque ordre que notre héros lui donne. Finalement, il lance un gros morceau d'os en l'air, et Dingo réussit à l'attraper d'un bond. Notre protagoniste est satisfait en remarquant à quelle vitesse il apprend. Probablement parce qu'il vient d'un autre monde. Il songe à ses excellentes compétences de pistage olfactif. Et dans son esprit, il considère Dingo comme une source de chance et une bénédiction. Il prend soin de son adorable compagnon en lui faisant un bisou et commence à dire quelque chose. Mais son téléphone sonne. Alors que Seongo décroche, il voit un message de Jung, qui suggère de chercher l'évitation sur le web. Plus tard, notre héros trouve un article sur une personne surnommée le premier surhumain, quelqu'un qui prétend que des zombies et des monstres apparaîtront bientôt et apporteront le désastre. Cet article atteint la première place. Dans les commentaires, les gens sont sceptiques, croyant que la chaîne de télévision a fait ça uniquement pour l'audimat. Ils remarquent que beaucoup ne savent rien des airs, mais les éveillés sont clairement alarmés. Dans la section des commentaires, ils trouvent amusant de voir comment certains s'énervent quand peu d'informations sont partagées, et que d'autres se mettent en colère lorsque ce qu'ils savent se répand. Ensuite, notre protagoniste se demande comment le gouvernement va réagir. Il est au courant que des gens organisent des rassemblements au sujet du choc et des super-pouvoirs. Mais il reprend ses esprits, décidant de ne pas se mêler de telles affaires. Bien qu'il sous-entende que le gouvernement finira par agir une fois que le deuxième présage, l'événement des Hobgoblins, se produira. Seongo décide de ne pas perdre un instant. Il dit à Dingo qu'à partir d'aujourd'hui, ils commenceront une exploration en profondeur. Notre garçon sait qu'une préparation minutieuse est la seule solution, et Dingo semble impatient de commencer. Plus tard, ils entrent dans le monde du portail et Seongo réfléchit à la raison pour laquelle il a choisi l'exploration interdimensionnelle avec Dingo. Il laisse Dingo renifler une petite pochette et lui ordonne de la trouver. La première raison de ce type d'exploration est de se préparer pour l'événement des Hobgoblins à venir. Car il a besoin que Dingo s'imprègne correctement de l'odeur des gobelins. Pendant ce temps, Dingo aboie, ayant trouvé la chair dans les buissons. Et notre héros est fier qu'il ait retrouvé à partir d'une simple odeur persistante. La deuxième raison est de tester si Dingo peut rester calme en combat réel et suivre les ordres. Il fait donc un signe, et le loup s'élance immédiatement vers l'avant avec une grande précision. Dingo chasse un lapin dans l'herbe. Et notre protagoniste le félicite. La troisième raison de l'exploration est de confirmer si la chasse est possible dans l'autre monde. Seongo s'approche de Dingo pour inspecter sa proie, observant le lapin mort, et remarquant ses griffes puissantes et sa grande taille. Après cela, notre garçon et son petit loup continuent d'explorer, allant de l'avant. Il se demande à quoi ressemblerait la cognition de Dingo en termes de stats. Il décide de se diriger vers la vallée, pour le vérifier par lui-même. Puis une fenêtre système apparaît, l'informant que la santé de Dingo a augmenté de 1. Se souvenant que sa propre stat de santé en tant que Quimba-Faux était de 170, notre héros est impressionné par la vitesse à laquelle Dingo grandit. Soudain, Dingo se met à tousser, et notre protagoniste se précipite pour lui offrir de l'eau. Il rappelle à son partenaire de ne pas aller seul dans les bois. Dingo boit, pendant que notre garçon aperçoit un gros piment vert à proximité et se demande s'il a mangé ça. Le système révèle qu'il s'appelle le piment taureau. Seongo est ravi d'en trouver dans les bois, et félicite Dingo, lui promettant plein de friandises pour plus tard. Ils creusent pour récolter le piment taureau. Ensuite, ils partent pour leur dernière chasse. Ils s'assoient tous les deux sur des rochers au bord d'un ruisseau. Cette fois, Dingo ne détecte aucune sensation ou présence inhabituelle. Au fond de lui, notre garçon se dit que les truites rouges ne sont pas des monstres, et ne donnent ni point ni objet. Cependant, il pense qu'il est essentiel pour le jeune Dingo d'acquérir de l'expérience, ce qui est précieux. Après avoir chassé la truite rouge, notre protagoniste décide de terminer les préparatifs pour la phase 2, puis de rentrer chez lui. Le jour suivant, son restaurant est entièrement démoli. Le directeur de l'entreprise de démolition dit à notre héros de les contacter sous 3 jours s'il y a des problèmes de réparation. Il remercie sincèrement le directeur d'avoir travaillé si tôt le matin. Prenant une profonde inspiration, il se sent un peu triste de voir l'endroit détruit. Mais il sait que c'était nécessaire alors qu'il entre à l'intérieur. Seongo suppose qu'après l'apocalypse, ceux qui ne se transforment pas en zombies pilleront probablement les magasins. Il admet qu'il ferait la même chose, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Alors qu'il commence à nettoyer,
Jung apparaît derrière lui. Observant la pièce vide, Jung mentionne qu'il n'a lui aussi laissé que le strict minimum d'équipement. Lorsque notre garçon se demande à voix haute pourquoi Jung est là, Jung donne une pichenette sur le front de Seong-ho, en colère que notre héros soit parti la veille sans un mot. Maintenant, Jung dit qu'il est venu juste pour vérifier si Seong-ho est encore en vie. Pendant ce temps, Dingo observe Jung d'un œil froid. Jung se demande à voix haute si Seong-ho a toujours eu un chien, mais il explique que l'ancien est parti depuis longtemps. Il ajoute que c'est son nouvel animal de compagnie, et Jung trouve le loup adorable. Ensuite, Seong-ho lui redemande pourquoi il est là, et Jung répète qu'il est seulement venu prendre de ses nouvelles. Notre héros ne le croit pas, alors Jung lui donne une autre raison de sa visite. Il admet qu'il était inquiet, mais révèle aussi qu'il a trouvé les personnes derrière l'attaque de Mekjung. Sur ce, il ne reste que 17 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. En s'asseyant avec Jung, Seong-ho apprend que le groupe organisé par Kim Cheol-jun, l'homme connu pour toujours porter un chapeau, cible en réalité Mekjung. Jung mentionne également que la dépanneuse que notre garçon déteste est également impliquée avec leur groupe. Il pointe les montagnes en face d'eux et demande si la zone près de la base de la montagne est l'endroit où le réaménagement s'est arrêté, ajoutant que leur repère est situé là. Cependant, notre protagoniste est curieux de savoir comment Jung a pu découvrir tout ça, et Jung explique que les indices concordaient tout simplement. Il déclare que Han Jin-seong, celui qui peut l'éviter, était récemment apparu dans une émission de variété, et Jung le lui avait demandé directement. Han Jin a révélé qu'il avait déjà rencontré le groupe de Cha Il-jun, mais que leurs membres étaient tous désagréables, alors Han Jin a refusé de rester avec eux, en raison de personnalités incompatibles. Après ce qui est arrivé à Mi-young, toutes les femmes membres ont commencé à quitter le groupe. Interrogées sur leur départ, ces femmes ont seulement dit qu'elles avaient reçu des offres d'autres groupes d'éveillés. Jung demande l'avis de Seong-ho, et notre héros répond que, contrairement à Mi-young, les autres femmes membres ont dû être piégées pour rejoindre le groupe. Jung révèle alors soudainement que leur groupe ne compte plus que 4 membres, y compris lui-même. Cette révélation stupéfie notre garçon, qui se souvient qu'il y avait 20 membres quelques jours auparavant. Jung n'en dit pas plus, mais il sait que maintenant leur groupe ne compte plus que 2 éveillés. Seong-ho a du mal à digérer cela, se rappelant qu'ils avaient rendu service à ses membres, qui ont tout de même décidé de partir. Pourtant, Jung reste calme, disant à notre protagoniste que c'est tout simplement comme ça. Ces gens ne faisaient que veiller sur leurs propres intérêts. Plus que ça, Jung dit qu'il s'inquiète pour la petite Ji-eun, se demandant s'il doit ou non contacter son ex-femme. Notre garçon reste impassible, sachant que leurs situations ne sont pas les mêmes. Et il veut savoir si son propre raisonnement est correct. Il veut demander à Jung quelque chose qui le préoccupe. Notre protagoniste se demande si, au cas où l'apocalypse arriverait vraiment, et que des gens se mettaient à menacer Jung, que ferait-il avant qu'il ne puisse finir? Jung le coupe, insistant sur le fait qu'il n'hésiterait pas à les tuer. Jung dit qu'il a pour principe de ne pas blesser les autres, mais dans une catastrophe sans loi, il n'y aurait pas d'autre choix. Il croit qu'en de tels temps, il n'y a pas de place pour que le mal survive. Puis, Jung demande curieusement pourquoi Seong-ho poserait une telle question, notant que ça ne lui ressemble pas. Notre garçon ne donne pas de vraie réponse, et à ce moment précis, quelqu'un crie à l'aide. Le son provient du téléphone portable de notre héros. Jung se demande si c'est le bruit d'un enfant perdu. Mais Seong-ho vérifie la carte et demande à Jung de s'occuper de Dingo un moment. Ailleurs, Mi-young est encerclé par des malfrats et semble avoir envoyé un signal de détresse. L'homme de main, On In-ok, demande d'un air moqueur à Mi-young pourquoi elle fait une telle scène, exigeant qu'elle descende en réponse. Mi-young se tient au bord d'un toit, criant qu'elle a déjà refusé, mais qu'ils ont continué à la poursuivre. Elle exige de savoir pourquoi ils font ça. On In l'exhorte à reconsidérer sa décision, mais Kim Seo et Ma Jan-in s'avancent, insistant pour gérer les choses à leur manière et soulignant que, puisqu'ils se trouvent dans une zone en réaménagement, personne ne viendra à la rescousse de Mi-kyung. Kim Cheol lui dit de ne pas gaspiller son énergie et lui rappelle qu'ils ont tous des caractéristiques. Puis commence un compte à rebours. Pendant ce temps, notre héros prépare ses armes. Caché dans une ruelle, au compte de 2, il tire sur Kim Cheol. Et à 3, Kim Cheol est touché. Tous les membres du groupe sont confus, essayant de comprendre qui les attaque. Soudain, notre protagoniste apparaît, casqué, et s'avance pour frapper On In, hésitant à révéler ou non son identité, en utilisant la massue de guerre indienne.
Seong-go frappe violemment On-in, puis s'en prend immédiatement à un autre membre. Cette personne émet une énergie noire, ce qui fait soupçonner à notre héros qu'il possède une caractéristique bloquant la vision. Mais Sian-ho parvient quand même à le frapper. Maintenant, notre héros respire bruyamment. Et quand il voit Mi-kyung, elle lui crie de faire attention. Il se retourne et voit Kim-chi, elle foncer sur lui avec une batte, qui heurte et endommage son casque. Sian-ho est choqué par la force destructrice de l'attaque. Au même moment, Kim-chi-elle réalise qui il est. Mais notre héros est plongé dans ses pensées, reconnaissant que la caractéristique offensive de Kim-chiel est extrêmement puissante, même à ses débuts. Kim-chiel jure d'estropier notre protagoniste, et les membres de son groupe se relèvent pour le soutenir. Déterminés à déchaîner toute leur force, bien qu'ils ne soient pas des éveillés. On-in charge notre héros avec de l'électricité, se moquant de lui en s'approchant. Xionggo ne sait pas quoi faire alors que son adversaire étale toutes ses compétences. Et il se demande s'il devrait utiliser le portail dimensionnel juste au moment où On-in est sur le point de frapper. Dingo apparaît et mord le bras de On-in. Young sort d'une ruelle, demandant si c'est vraiment approprié en plein jour et suggère au groupe de partir. S'ils ne veulent pas de problème, déclarant qu'il appelle le 112. Tous les membres du groupe décident de se retirer pour le moment. Young commente qu'ils ont l'air faibles, mais agissent quand même avec arrogance. Ensuite, Mi-kyung descend et attrape immédiatement la tête de notre héros, vérifiant s'il va bien. Elle remarque que son casque est fissuré, et Young propose de porter notre garçon sur son dos. En les voyant tous les deux inquiets, les pensées de Sian-go se tournent vers ses anciens camarades du jeu. Quand Mi-kyung suggère une visite à l'hôpital, notre protagoniste se détourne et insiste sur le fait qu'il va bien. Il demande alors à Young s'ils peuvent intégrer Mi-kyung dans leur groupe. Young dit que ce n'est pas un problème, tant que Mi-kyung n'y voit pas d'inconvénient. Et elle accepte avec joie. Le héros s'en va, disant qu'il a des choses à faire, laissant Young et Mi-kyung se demander pourquoi il agit si étrangement. Après être rentré chez lui, notre héros se concentre sur le contrôle de ses émotions et la planification de la deuxième étape de ses préparatifs. Son départ précipité était inévitable. Et voir Young et Mi-kyung ensemble lui a donné l'impression qu'il pouvait leur confier le secret de ses capacités, mais la décision était déjà prise. Pour tirer le meilleur parti de la porte dimensionnelle, notre garçon doit monter de niveau rapidement et se concentrer sur l'acquisition de compétences et le farming. L'expression « les écraser avec la puissance des objets » résonne plus fort après avoir combattu le gang de la montagne. Il réalise que s'il se prépare pour l'apocalypse comme prévu, il y aura un écart de 3 niveaux ou plus, ce qui rendra les monstres qui réapparaissent près de lui plus forts et compliquera la formation d'une équipe avec ses deux compagnons. Il continue de travailler jusqu'à ce qu'il finisse d'installer un poêle à bois dans sa cachette, sachant que cela l'aidera à bien dormir la nuit. Dingo apprécie également le poêle, dormant profondément à côté. Maintenant, notre protagoniste n'a plus que quelques petites choses à installer quand elles arriveront. Et la configuration initiale de sa cachette sera presque terminée. Déterminé, il décide de passer une nuit blanche. Sur ce, il reste 16 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Un présentateur de nouvelles informe les téléspectateurs sur l'astéroïde. Observez plutôt. Selon le rapport, la HSA annonçait que Yoon Jambi est entré au milieu du système solaire. La HSA surveille de près sa trajectoire. Mais en conséquence, la météorite a été scindée par la gravité de Jupiter. Le chef du département d'observation des météorites, Thomas Chandler, informe le public que les deux fragments, Yoon Jambi alpha et bêta, n'ont aucune chance de s'approcher de la Terre. Cependant, Seong-go se souvient que le jour J5, 5 jours seulement avant l'apocalypse, Yeon Jambi bêta a été le premier à tomber. Il a atterri près d'un navire russe dans l'océan, et le tsunami qui en a résulté a projeté le navire sur la côte, au port de Gamcheon, et c'est ainsi que les zombies sont apparus pour la première fois en Corée. Le présentateur du journal continue son reportage sur l'incident de la fusillade de Yeouido. Le président Jang Won-taek n'a pas quitté sa résidence depuis une semaine, ce qui a poussé les chefs des partis d'opposition à publier une déclaration commune annonçant leur accord pour la tenue d'une audition. Certaines personnes disent maintenant que cela est lié aux rumeurs sur les éveillés et la catastrophe imminente. En écoutant cela, notre garçon s'avoue à lui-même que c'est vraiment la fin du monde. Il pense que c'est une bonne chose que les médias s'intéressent enfin à ces questions et en conclut qu'il sera plus difficile pour les éveillés de commettre des crimes désormais. Ensuite,
Il décide de vérifier la réaction de la communauté. Sur son ordinateur portable. Alors que notre protagoniste fait défiler la section des commentaires. Il voit que les gens ont partagé des opinions bien tranchées sur la situation. Par coïncidence, il repère un commentaire de Mon Rêve et se demande si cette personne a été active depuis le début. Mon Rêve était un joueur connu pour être amical avec les débutants. Et le groupe de Siango avait joué avec lui plusieurs fois. L'ambition de Mon Rêve était de construire un bunker. Et si notre héros n'avait pas de portail, il aurait pu être tenté de le rejoindre. Il décide de ne signer aucun contrat à moins que ses amis vétérans ne rejoignent Mon Rêve. Mais il met en favori le commentaire de Mon Rêve pour s'y référer plus tard. Après avoir fermé son ordinateur portable. Notre protagoniste a hâte de construire son deuxième abri. Le lendemain, Seongo se tient devant sa cachette. Et se rend compte qu'il est possible de faire 2 nuits blanches d'affilée. Il se sent épuisé, mais voir l'extérieur achevé lui redonne de l'énergie. Il est temps de trouver comment utiliser l'électricité produite par les panneaux solaires. Pour faire simple, il y a plusieurs étapes de câblage pour rendre l'électricité compatible avec ces appareils électroniques. Heureusement, lorsque notre garçon met son téléphone à charger. Ça marche. Il lève les bras de joie, annonçant qu'il vient de construire les fondations pour la survie dans ce monde pour la première fois depuis un moment. Il ressent une montée de dopamine. Hier, il a également collecté des pierres lumineuses et d'allumage, et après avoir creusé davantage, il a trouvé un minéral plus dur et plus tranchant que l'obsidienne appelée émérus, bien qu'il soit actuellement inutile. Il considère quand même que c'est mieux que rien. Il décide d'installer des lumières LED plus tard. Mais avant de dormir, il doit organiser les provisions de nourriture au sous-sol. Soudain, un bruit fort provenant de Dingo attire son attention. Se précipitant dehors. Seongo trouve Dingo face à des loups du Maine, le type de monstre qu'il reconnaît de Sora. Il se demande pourquoi ces créatures, qui vivent habituellement dans des zones de haute altitude, sont ici. En observant la colère de Dingo, notre héros soupçonne que ce sont peut-être les loups qui ont tué la mère de Dingo. Il essaie de calmer Dingo, mais au fond de lui, il sait qu'il ne peut pas vaincre tous les loups en ce moment. S'il bouge pour aller chercher une meilleure arme, il risque d'exposer son dos et d'être attaqué. Ce qui pourrait être fatal. Par conséquent, notre protagoniste décide de se concentrer sur le fait de faire partir le loup alpha, sachant que le reste suivra probablement. Il observe le comportement super prudent des loups et remarque qu'ils ne bougent que lorsque l'alpha agit en premier. Ensuite, il se demande s'ils peuvent coordonner une attaque. Il note également que ces loups sont extrêmement sensibles aux odeurs. Heureusement, Seongo a une bombe lacrymogène sur lui. S'il peut l'asperger sur l'alpha, il pourra le chasser de l'abri. La sueur coule sur son visage alors qu'il envisage le risque d'être attaqué avant de pouvoir agir. Il se demande s'il y a un moyen de le distraire et de frapper avec le spray. Soudain, une idée lui vient à l'esprit. Et il pense que c'est logiquement possible. Déterminé à défendre la planque qu'il a construite de ses propres mains, notre garçon se prépare. Il lance instantanément un couteau sur l'alpha, mais celui-ci l'esquive. L'alpha saute alors sur notre héros. Mais lorsqu'il s'approche, Seongo ouvre le portail et, saisissant l'occasion, asperge l'animal. L'alpha perd son sang-froid, puis notre protagoniste lui enfonce son couteau dans l'œil. Sur ce, la meute de loups bat en retraite. Notre héros s'assoit, ayant échappé de justesse à la mort. Dingo s'approche pour s'occuper de lui, et Seongo lui tapote la tête en signe de reconnaissance. Il promet à Dingo qu'il vengera sa mère à l'avenir. Avec cela, il ne reste plus que 15 jours avant l'arrivée de l'apocalypse.